Tout d'abord, bienvenue à tous. Merci de venir à notre première masterclass ce soir. Donc elle porte sur les reproductions. Donc je vais laisser Bouriz et Bulix vous présenter des petites parties de leur build ou des builds qu'ils ont déjà réalisés. On va fonctionner par petites questions. Donc je vais leur poser des questions de temps en temps. Si vous avez des questions, vous, dans le chat, n'hésitez pas à les poser. Je pourrais peut-être couper un petit peu la masterclass pour justement les questionner. En tout cas, voilà, notez Voilà. bien qu'il y aura une séance de questions-réponses à la fin. Mhm. Donc là, vraiment, on pourra bien se consacrer pour répondre si jamais il y a des questions aussi qui finissent à la fin. Voilà, Voilà. on essaiera de répondre à toutes les questions. Voilà. Alors, la première question qui vient pour cette masterclass. Tout d'abord, Boris et Bulix, comment pouvez-vous nous convaincre des bienfaits de la reproduction dans Minecraft? Eh bien, on en parlera justement, hein, c'est bien le sujet. Et donc, commençons tout de suite notre petite conférence. Donc, c'est moi et Bulix qui allons vous présenter ça. Donc, Bulix, il est vraiment spécialiste en reproduction. Donc, il connaît très bien le sujet. Il vous présentera le sujet justement sous un aspect un petit peu différent du mien, parce que je fais effectivement des reproductions, mais pas exclusivement. Donc, je m'en sers aussi pour alimenter un petit peu mes créations en dehors des reproductions. Donc, ce sont deux façons de voir, mais qui convergent finalement au niveau de la technique à peu près vers la même chose. Donc, je vous laisse, Bulix, vous présenter la conférence un petit peu plus en détail. D'accord, alors merci de me vouvoyer avant tout. Déjà, je pense qu'avant tout, donc la question que tu as posée, évidemment, c'est la plus importante. Finalement, ce soir, on va essayer de vous convaincre en soi des bienfaits de la reproduction. Et euh, Avant ça, je pense qu'on va vous présenter du moins trois gros projets qui, à la base, étaient donc des reproductions. On va vraiment se baser là-dessus quand on va vouloir montrer des exemples. Et donc, on peut commencer par, on va dire, allez, Volvicon. Alors voilà, Volvicomte, c'est le premier des trois projets, des trois principaux projets du moins que nous allons vous présenter ce soir. C'est un projet que j'ai mené seul. Je tiens à préciser qu'ensuite on présentera un projet de reproduction que Bulix a mené seul. Et enfin, le Louvre, bien sûr, que nous avons mené conjointement avec toute l'équipe New Haven. Donc le château de Vaux-le-Vicomte, je vais vous le présenter brièvement. Il a été commandé par Nicolas Fouquet. Et c'est un château qui est vraiment emblématique du style classique en architecture et d'ailleurs qui sera très important pour par la suite le développement du château de Versailles. Donc il a eu un impact quand même assez important en architecture et c'est un lieu que j'affectionne beaucoup. Donc voilà, j'ai décidé de le partager un petit peu en le recréant sur Minecraft. Et un point en particulier qui caractérise ce château, c'est aussi ses jardins. Il serait plus exact de parler de château et de jardin, parce que je me suis intéressé vraiment autant aux deux dans ce cas-là. Je pense qu'on va aller assez vite, donc on va passer à Vadesdon. Vous pouvez vous y rendre en tapant slash warp Vadesdon ou alors en suivant les lignes bleues. Alors le manoir Vadesdon, donc c'est un bâtiment appartenant à la famille très puissante anglaise Rothschild. Donc il a été construit à la fin du 19e siècle avec un style très inspiré des châteaux français. Et donc il présente justement des jardins à la française et peu après la construction, ils s'étaient rendu compte que voilà, c'était pas assez grand, hein, parce il en fallait beaucoup à cela. Et ils ont rajouté une annexe que j'ai décidé de ne pas réaliser. Et justement, on parlera justement de ces décisions qui peuvent être prises au sein de la construction. On peut enchaîner sur le Louvre, Warp Louvre. Alors le Louvre, ça a toujours été un bâtiment qui nous a pris à cœur, on va dire, au sein de la NH. C'est un peu l'emblème finalement de la France en termes d'architecture, à part la Tour Eiffel qu'on voit. Et ça a été réalisé donc en équipe dans le cadre de- d'un atelier réalisé à l'ISA. Oui, c'est vrai que le Louvre, c'est un bâtiment qui est très fascinant, puisqu'il a été, il a beaucoup évolué au cours du temps. Son évolution s'étale sur environ 800 ans.
Il présente donc des styles très, très intéressants. C'est surtout un emblème très important de la culture et de l'histoire française, et même occidentale de manière plus générale. C'est la raison pour laquelle nous y sommes intéressés de près. Alors, donc durant cette conférence, voilà, on va passer à travers différents points, mais afin de faciliter la fluidité de la conférence en soi, c'est Gringo qui va introduire un peu ces points en nous interrogeant. Voilà. Voilà. Donc, la question en fait très importante, quelle est selon vous la démarche principale à mettre en place avant d'entamer une reproduction? Alors, évidemment, une reproduction, ça demande, ou une recréation, ça demande quand même une certaine quantité de recherche avant, donc que ce soit tout simplement au niveau des images, d'ailleurs tu peux passer à la prochaine slide, que ce soit au niveau de la recherche des médias, des images, d'informations, de plans, euh, mais ça s'arrête pas là. Euh, D'ailleurs, alors oui, en soi tu peux passer les images, donc on peut montrer vite fait les bâtiments réels versus Là, les... hein. vous pouvez voir un point de vue, une photo réelle, et justement la reproduction du Louvre. Avec un angle de vue le plus proche possible Oui, voilà ça. pour mettre en valeur le ressemblant. Alors après ces recherches d'images, évidemment il y a le choix de l'échelle qui est quand même quelque chose de très primordial, on va passer un certain temps là-dessus. Ensuite, le choix d'une palette de couleurs, des matériaux, et finalement il y a quelques limites auxquelles il faut penser, qu'il faut s'instaurer. Donc pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, je vais vous parler du choix de l'échelle. C'est une étape voilà, qui est en amont du premier coup de pioche dans le projet, hein, disons. Mais c'est une étape qui est souvent négligée, mais qui est pourtant très importante, capitale, puisqu'une une échelle mal choisie peut ruiner par la suite la reproduction. Et c'est vrai que lorsqu'on n'est pas habitué à faire des reproductions, ça peut être un choix difficile, puisque c'est mieux d'avoir du recul pour le faire, évidemment, avec plus d'aisance. Mais c'est la raison pour laquelle on va essayer de vous initier, de vous en parler maintenant. Parfois, on cherche à reproduire le bâtiment dans une échelle la plus grande possible pour pouvoir représenter le plus de détails et pour avoir un résultat assez imposant. Donc ça, c'est l'une des possibilités qui se tient tout à fait. Effectivement, une échelle assez grande permet de représenter un maximum de détails et donc d'être le plus fidèle possible à la réalité. Sans oublier, et on le verra par la suite, que dans tous les cas, il y aura des sacrifices à faire. On ne sera jamais proche de la réalité à 100%. C'est bien évidemment impossible. Mais il y a aussi des inconvénients à prendre une échelle assez grande, puisque ça peut être limitant pour suivre le projet, puisqu'il y a une limite de hauteur dans le jeu, comme vous le savez. Hein. Donc ça, c'est toujours une contrainte un petit peu arbitraire, mais toujours à respecter. On ne peut pas s'en défaire, on ne peut pas l'ignorer. Donc si on commence à reproduire un bâtiment sans prendre en compte l'échelle, bien évidemment, on va tout simplement taper dans le plafond de la map. Et donc ça, par la suite, c'est pas envisageable. J'aimerais bien Ensuite, parler, tu veux parler de quoi, Ouais. Amaury? l'autre extrême, c'est de choisir l'échelle la plus petite possible. Ma préférée. Et donc ça, c'est très intéressant aussi. Et puis, c'est une échelle qui laisse place à, dans un sens, beaucoup plus de liberté, puisqu'on est obligé de s'éloigner de la réalité en faisant des approximations, vu que l'unité de base reste toujours le bloc, bien évidemment. Et donc, ça, Bulix saura vous expliquer un petit peu comment gérer les détails avec cette échelle, puisqu'ils seront moins fidèles et ne seront pas tous représentés avec cette échelle. Il y a encore une autre possibilité, hein, mais ça, il y en a une infinité, mais celle-ci est assez courante, c'est de prendre l'échelle 1-1, tout simplement. Voilà, par exemple, si le bâtiment doit s'inscrire dans un cadre bien précis, souvent les gens aiment bien prendre une échelle 1-1 pour avoir un maximum d'adéquation avec les personnages du jeu. On va voir quelques exemples. Ici, on a la façade de l'immeuble Le Printemps qu'a réalisé Bulix récemment. Et juste à côté, les deux façades de Vaux-le-Vicomte dont je vous ai parlé précédemment. Comme vous pouvez vous en rendre compte, sur le château de Vaux-le-Vicomte, j'ai choisi de le recréer en prenant une échelle assez grande. Euh,
Tandis que voilà, sur l'immeuble à côté, le printemps, l'échelle est assez petite et on voit tout de suite que les détails sont beaucoup plus rapprochés. Il y a des avantages et des inconvénients aux deux, comme on vient de le dire juste avant. Et ça, c'était un petit peu pour vous montrer comment des, des bâtiments qui sont d'un ordre de grandeur semblable peuvent être réalisés avec des tailles complètement différentes. Donc sur Volvicomte, on peut voir que j'ai réalisé des détails assez précis à certains endroits, mais en contrepartie, dans les endroits du château où il y avait moins de détails, alors quand on prend une échelle plus grande, là, ça devient le risque, que ça devienne carrément vide en fait. Alors, pour ma part, je préconise personnellement donc des échelles un peu plus réduites, donc qui laissent un peu moins de place. Par exemple, 1 mètre en vrai, ça sera potentiellement peut-être 4 blocs dans Minecraft, hein, pas des échelles immenses non plus. Et finalement, comme l'a mentionné Boris, c'est un peu un paradoxe, c'est plus cette échelle est réduite, plus finalement on a des libertés dans la mesure où on ne va absolument pas être en mesure de reproduire fidèlement certains éléments de la façade et que du coup on est forcé d'improviser et j'en parlerai un peu davantage après, donc de suggérer des détails plutôt que de les représenter. Et c'est là surtout que le style du constructeur intervient. En fait, c'est le style personnel, la touche. Je pense qu'elle se cache dans cette capacité justement d'improviser. Et c'est pour ça que finalement la reproduction, même si on dirait pas à première vue que ça l'est, ça laisse place à une certaine quantité de créativité que j'apprécie tout particulièrement. En fait, si deux personnes voulaient représenter le même bâtiment dans Minecraft, elles ne le feraient certainement pas de la même façon, et même si les deux personnes choisissaient la même échelle, d'ailleurs, il serait probablement très différent que finalement, plus le bâtiment est petit, plus il y a de choix à faire. Et donc finalement, pour résumer cet aspect-là, on peut dire que plus l'échelle est grande, plus on va se rapprocher d'un modèle 3D qui est objectif. Plus l'échelle est petite, plus la recréation du bâtiment se rapproche du style C'est ça. de la personne qui l'a faite. Plus la personne va laisser son empreinte finalement au style. Maintenant, on va s'arrêter un petit peu sur le Louvre de nouveau. Là, ici, on peut voir Attends, deux j'ai le fois câble à mon la même micro. façade représentée avec une échelle différente. Ça, c'était tout au début du projet, pendant la phase de questionnement, justement, au moment où on a fixé cette échelle, puisque finalement, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on a fixé cette échelle. Donc, l'image qui est à gauche, c'est un test, finalement, on voit que ce n'est pas le choix qu'on a retenu, ça n'a pas abouti. Une échelle plus grande que celle qu'on a retenue à droite, hein, qui est celle qui est sur la version finale, justement. Donc, l'essai que j'ai fait à gauche, justement, présente un petit peu plus de détails, un petit peu plus de précision, sans être forcément très précis non plus, puisque l'échelle est plus grande. Elle est au moins une fois et demie plus grande à deux fois. Et donc, voilà, c'est une ébauche qui n'est pas terminée. Ce n'est pas le modèle qui a été retenu. Et donc, ça, c'est intéressant aussi pour voir deux façons très différentes de représenter une même façade. C'est vrai que quand on voit ces deux images, on pourrait même se demander, finalement, est-ce que c'est vraiment la même façade? Ouais, Donc, vous, si peut-être vous voudriez passer faire une une question. reproduction, pour choisir l'échelle, je vous conseille de faire des tests, de faire des tests et de calculer la hauteur et les dimensions du bulle pour vérifier que bien sûr ça rentre dans le monde. Par exemple, nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait pris une façade de référence. On a fait plein d'essais dessus, on a rajouté des détails, on a enlevé des détails, ce qui nous a fait agrandir cette façade, diminuer cette façade. Finalement, on arrive à un bon résultat. On a comparé les dimensions de notre façade avec les dimensions réelles. Et finalement, c'est ces tests qui nous ont permis de déterminer l'échelle finale, en fait. Donc c'est vraiment important de faire et refaire des tests au départ pour bien se lancer. Bulix, j'ai une question. Est-ce que vous avez des moyens assez simples pour parvenir à reproduire ces différentes échelles? Parce que là, c'est vrai que ça peut être un peu difficile de visionner cette Visualiser. notion d'échelle si on n'a pas vraiment utilisé, si on n'a pas eu de base technique. Est-ce que tu as des petits tips comme ça pour nous? Alors, c'est sûr qu'il est difficile, dès qu'on arrive et qu'on veut faire une recréation,
de s'imposer une échelle parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui va rendre bien, etc. Et donc il y a plusieurs façons de le faire. Soit en effet, donc on peut vraiment se donner un nombre en tête et donc une échelle et de se dire que voilà, je vais respecter ça tout le long. Je vais commencer avec n'importe quel élément et tout suivra cela. Pour ma part, alors, je suis pas aussi méticuleux que ça, contrairement à GoLight, que vous aurez l'occasion d'écouter juste après notre conférence. Moi, plutôt, donc j'ai aucune idée de l'échelle à laquelle je veux faire mes bâtiments d'abord. Ce que je fais plutôt, c'est que je sélectionne un élément qui est susceptible d'être répété beaucoup dans le bâtiment que je suis en train de reproduire. Donc, je pense notamment à des fenêtres ou des portes. Et je vais donc les reproduire d'une façon qui me plaît beaucoup. Donc, je vais mettre tous les détails que je veux, etc., jusqu'à que j'ai un résultat qui me plaît vraiment. Et dès que j'ai cet élément qui me plaît vraiment, je base tout le reste du bâtiment autour de ces fenêtres ou de ces portes, en fait. Et c'est comme ça que j'obtiens ce résultat-là. Donc la plupart du temps, voilà, ça donne quand même des échelles relativement réduites, on va dire, comparé à Bourris, je veux dire. Et voilà, c'est dans ce cadre-là que ça peut être des fois un peu fouillis, je dois l'admettre. J'ai un style un peu détaillé, mais c'est pas forcément un compliment. Je pense que voilà, la manière de déterminer l'échelle revient au même. La différence entre la façon dont tu fais tes bâtiments et la façon dont tu as fait le Louvre, en fait, c'est que finalement, dans le Louvre, une fois qu'on a déterminé cette échelle, on l'a calculée. On l'a calculée Il y a eu des et calculs. l'échelle c'était 2,5. On l'a utilisée partout. La différence, c'est que toi, quand tu fais tes bâtiments, finalement, cette échelle, tu l'as, euh, tu l'as dans la peau, quoi. Tu la sens. Hein. C'est ça. Mais du coup, je la connais pas en soi. Je pourrais pas vous dire Tu l'échelle connais pas le du nombre de chiffre, mais tympan. Voilà, je le connais pas, mais tu l'as dans la tête. c'est Bon, ça. donc par contre, quand on fait un projet à plusieurs comme le Louvre, c'est important de définir l'échelle de manière assez précise, surtout que le Louvre, c'est un bâtiment qui est très grand. Donc si on se contente de comparer la taille des différents éléments de façade de proche en proche, finalement, sur l'ensemble de la taille du bâtiment, on risque d'avoir des différences d'échelle beaucoup trop importantes. Et ça, justement, c'est un petit peu le deuxième risque après le choix de l'échelle. Le deuxième risque, c'est de ne pas bien la respecter, d'avoir des différences d'échelle. Parce que même si l'échelle n'est pas très appropriée, si on la suit méticuleusement et que tout est à la même échelle, c'est cohérent, donc ça va. Par contre, si on a des différences d'échelle, là, on commence à avoir un résultat qui est vraiment, qui devient étrange. Donc, une fois qu'on a déterminé l'échelle, justement, euh, on Attendez, s'est excusez-moi, contenté en toute L'extruder. simplicité de prendre les mesures euh, des différents bâtiments que comporte le Louvre, notamment sur Google Earth tout simplement, ou bien sur des plans. On les a reportés dans le jeu en faisant des tracés, en utilisant l'échelle qu'on a déterminée juste avant. Et de même pour l'élévation des bâtiments, c'est-à-dire qu'il faut faire le plan en 2D pour respecter dimensions dans le plan, mais sans oublier de bien sûr respecter les dimensions en termes de hauteur. Donc pour connaître la hauteur des bâtiments, si vous n'avez pas de plan, pareil, Google Earth permet de connaître la hauteur pour la plupart des bâtiments. Voilà, c'est indiqué en tant que élévation, ouais, c'est indiqué élévation. Donc en fait c'est la hauteur, vous faites la différence de hauteur tout simplement entre le toit et le sol. Hein, c'est assez approximatif, hein, mais bon voilà, comme on l'a dit, de toute façon, ce sera jamais précis à 100% dans Minecraft et ce n'est pas forcément non plus l'objectif. Et donc on s'en contente largement. du coup, après l'échelle, il y a forcément d'autres choses à choisir, notamment les matériaux. Du coup, Bulix, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte lors de la sélection de la palette de matériaux avant de faire ta reproduction? Alors, bah, déjà, on va commencer avec quelque chose de très basique. Il faut se rappeler que Minecraft, bon, déjà, est en soi une palette de couleurs limitée et que uniquement une petite poignée de blocs possède des dérivés, donc je pense aux escaliers, aux dalles, etc. Et que en fonction de vos échelles, ce sont des types de blocs qu'il faut considérer. Par exemple, moi, j'en utilise relativement beaucoup. Donc, mais voilà, ça limite en soi les couleurs du bâtiment d'un certain point de vue. Et en plus de ça, quand on fait un bâtiment, même si ça ne respecte pas forcément la réalité, il faut prendre en compte le fait que il va falloir qu'il y ait des contrastes.
parce que c'est quand même quelque chose d'assez esthétique dans Minecraft. Et si on faisait un bâtiment avec uniquement deux blocs différents au niveau couleur, etc., on aurait un résultat un peu fade, etc. Donc voilà, ça fait du plaisir aux yeux d'avoir des différences de couleurs. Et vu que ces couleurs, on n'en a pas forcément une quantité illimitée, je pense qu'il ne faut absolument pas se limiter à la nature du bloc en question, parce que si on veut faire une reproduction de quelque chose de vert et qu'on se dit, ah mais je vais pas prendre un slime block, ça fait aucun sens dans un bâtiment, moi je dis non, parce que ce sont des couleurs qui peuvent être très intéressantes et il faut pas s'en passer. Et c'est pour ça que le Louvre, je pense, si on a une palette de couleurs assez intéressante, et que si on s'était limité à cette idée de, ah, est-ce qu'il faut que le matériau en question soit relativement logique, ça aurait pas du tout allé, parce qu'en soi, le Louvre est pratiquement en bois, en fait, comme la plupart de mes bâtiments, en fait. Ouais, Mais comme Modest ce Dawn mariage dans l'idée. grès birch, je trouve Je assez, retourne sur Minecraft, on peut assez voir sympa. Ouais. la facette de What is Done qui est vraiment faite pour la Je connais Et pas. plupart de d'ailleurs, bois. Hmm. le Louvre, vu de l'extérieur, si on devait être, si on essayait d'être vraiment le plus précis possible, on aurait sûrement dû le faire entièrement en grès. On a décidé au moins, comme on le fait très souvent, de faire des contrastes entre le grès et le bois de bouleau. C'est une nuance qui marche très bien, qui est très souvent utilisée. C'est le bon plan. Ça permet d'avoir au moins quelques nuances et légers contrastes sans trop s'éloigner de la réalité. Il y en La a beaucoup question. qui demandent dans le chat les intérieurs, où est-ce qu'ils sont? Ce sont aussi des choses auxquelles on peut se poser des questions. Voilà, est-ce qu'on va se lancer dans la construction d'un intérieur? Est-ce qu'on va créer un environnement autour du bâtiment qu'on est en train de faire, justement, enfin, surtout si on compte faire un rendu à la fin? Est-ce qu'on compte faire un certain texturing, voilà, pour représenter par exemple l'usure du temps ou même rajouter de la végétation sur votre bâtiment, etc. Voilà, ce sont des choses à considérer, mais voilà, c'est pas aussi primordial que le choix de l'échelle, par exemple. Mais du coup, la partie construction. Donc après, bah, justement, toutes ces démarches de préparation qui sont quand même relativement assez longues avec toutes ces recherches d'échelle, enfin, d'inspiration, de tout ça. Euh, Comment est-ce que vous arrivez à parfois vaincre ces petites peurs, ces doutes justement au début de la construction sur les proportions, sur le détail du build, sur est-ce que l'échelle va être juste ou pas? Comment vous arrivez vraiment à vous lancer quoi et qu'après bah, tout est parti? Alors, comme on l'a dit au début, on est malgré tout dans Minecraft, hein. Faut pas s'attendre à faire une reproduction exacte et parfaite, c'est juste impossible en fait, avec les limites d'auteur notamment. Donc il y a déjà ça qu'il faut considérer. On ne peut jamais atteindre la perfection, on ne peut que s'en rapprocher. Et c'est pour ça que finalement, il y a un certain pourcentage de chance, entre guillemets, parce que même si on est très méticuleux, etc., on risque de tomber à un moment, parce qu'on n'a que affaire à des blocs, hein, finalement. On risque de, par exemple, de ne pas être en mesure de relier deux murs ensemble, etc. Donc il risque d'avoir des accidents. Mais voilà, c'est Bob Ross d'ailleurs qui disait, voilà, c'est des accidents joyeux, en fait. Tant mieux qu'il soit là, parce que c'est ça qui va nous permettre, en fait, d'instaurer notre touche personnelle et donc notre créativité au sein du bâtiment en improvisant. C'est vrai que l'improvisation, c'est quelque chose de particulièrement important pour moi parce que, voilà, comme je l'ai dit juste avant, les reproductions, même si c'est quelque chose que j'apprécie, hein, c'est pas non plus ma spécialité. Moi, j'aime bien utiliser ça pour créer, notamment donc, en m'inspirant en fait pour mes créations par ailleurs. Donc finalement, ça peut être vu dans un certain sens comme une grande improvisation. Donc cette improvisation, elle implique euh, de potentiels ajouts d'éléments à la structure que vous êtes en train de représenter, mais ça peut aussi vouloir dire, comme je l'ai fait pour le Manor Waddesdon, de retirer certaines parties qui ne nous plaisent pas ou qu'on juge de pas forcément important. C'est pour ça d'ailleurs que je fais pratiquement que des façades. Bref. Et c'est le cas, on a un fameux exemple en fait, c'était sur le cas du Louvre. Tous les deux Oui, oui, pour le étaient- coup, oui, le Louvre a un fameux cas et pas des moindres. Donc là, comme vous pouvez voir, on a à un moment donné, vu que le Louvre a été construit sur différentes époques, un endroit, voilà, on a une transition entre une aile construite par Napoléon III et une autre construite par Napoléon Ier, si je ne m'abuse.
Et donc, cette transition, si je puis dire ça ainsi, n'a pas été faite en toute douceur, hein. Donc, on a littéralement un grand mur plat, en pierre apparente, avec un magnifique décroché entre les deux bâtiments. On l'a quand même reproduit sur l'image juste à côté, comme Mine, vous pouvez le voir, mine de rien, ça fait quand euh, même à notre vraiment partie de façon. l'histoire du On a Louvre, quoi. rajouté quelques détails, on a fait comme si c'était quelque chose de propre, peu de choses près, bien qu'en réalité, ça ne l'était pas vraiment. Alors que la façade juste à côté, en réalité, est extrêmement détaillée, bien que ce qu'on a fait, bien sûr, parce que on est toujours limité. Et donc ça fait un contraste, hein, pour ceux qui ont déjà vu certainement cet endroit-là, c'est assez sautant aux yeux. Pour Mm. l'anecdote, c'est là où on s'est donné rendez-vous un peu après la réalisation du Louvre avec Boris. On s'est donné rendez-vous, on Ouais, s'est dit, au c'est mur ça, ouais, dégueulasse, on a tous compris où c'était. c'est ça. Il faut savoir aussi qu'on est, enfin, on a la chance pour certains de d'être sur Paris. Du coup, on s'est donné rendez-vous et on a pris quelques photos C'est vrai avant la que reproduction, pour justement s'imprégner un peu euh, de l'architecture. hmm, Et c'est voilà. vrai que je l'ai pas précisé juste avant, mais en plus de s'inspirer de toutes les images et des plans 2D, de tout type de plans en fait, hein, enfin, par principe c'est 2D. Euh, se rendre sur place, c'est quand même un plus qui peut être très pratique pour s'imprégner du sujet. Voilà. Puis juste avant de passer au prochain slide, une autre chose à considérer, d'ailleurs c'était le cas dans le Louvre, c'est le cas des collaborations au sein d'une reproduction. Ouais. Alors, on a eu de la chance avec le Louvre parce que en réalité, voilà, il n'y a pas eu, il y a eu loin d'avoir été qu'un seul architecte, en fait, c'était une collaboration justement, et on peut voir ces différents styles. Et justement, dans notre cas, il y avait différents builders et on peut pratiquement pointer du doigt qui a fait quelle partie, et en soi, c'est cohérent parce que c'était le cas dans la vraie vie. Dans un autre bâtiment qui a été réalisé d'une traite, c'est sûr qu'il risque d'avoir de potentiels problèmes parce que cette touche personnelle des builders est malgré tout assez visible. Je dis pas que c'est mauvais, mais si on vient les mélanger de façade côte à côte, etc., ça peut poser problème. Donc, comme on l'a dit, à une certaine échelle, on n'est plus en mesure de vraiment reproduire à proprement parler la vérité telle qu'elle est. Et ça implique euh, qu'on est plutôt à improviser et donc à suggérer des détails plutôt qu'à les reproduire. J'ai pris la liberté, même si ça peut paraître prétentieux d'un certain point de vue, d'écrire la définition de l'impressionnisme, donc un courant très populaire en peinture. Et d'où leur philosophie, justement, disait qu'on ne va pas forcément reproduire la vérité telle qu'elle est, mais on va plutôt la représenter telle qu'on la perçoit. Enfin, on va donner une impression plus une réalité sur le tableau. Et dans le cadre de Minecraft, c'est un peu ça. Et l'exemple le plus Finalement, oui, flagrant, ce sont voilà, les petites sculptures. Alors, l'idée là, parce que c'est une échelle tellement réduite pour ces sculptures qu'un seul escalier peut servir de torse, par exemple. On en arrive à ce niveau-là. Et dans ce cas-là, bah, on va, au lieu de suggérer des détails trop, voilà, des yeux, etc., non, on va juste suggérer une posture, par exemple. Et dans la photo qu'il y a sur le live, voilà, on peut pratiquement distinguer une personne un peu dramatique, justement, en face d'un opéra avec de la musique lyrique et dramatique. Une personne regardant le ciel et levant le bras et en ayant le bras arrière un peu, justement décalé, etc., avec une cape, voilà. Ça peut paraître très laid, mais finalement, voilà, c'est pas un but. On n'essaye pas de faire quelque chose d'extrêmement précis, mais de loin, on a une idée de ce qu'a voulu faire. Et c'est pas seulement dans les sculptures, mais c'est dans tous les détails, finalement. On a pu le voir aussi sur tes fontaines de Vadezdon. Alors voilà, il y avait un peu C'est de ça aussi. Ouais, suggéré le plus possible, quoi. voilà. finalement, c'est le mieux qu'on puisse faire à petite échelle. Et on peut se dire que c'est pour avoir du réalisme parfait, autant ouvrir les yeux dans la réalité. Et puis là, on cherche à faire quelque chose d'un petit peu plus personnel. Il y a un C'est peu de ça. ça aussi. Si on veut Voilà. faire une maquette, faut pas aller sur Minecraft, quoi. J'avais encore une petite question. Donc pour faire ces motifs justement, si j'ai bien compris, j'en suis pas sûr, mais si j'ai bien compris, il me semble que en fait tu représentes un petit peu le volume général occupé par le motif. Et ensuite tu le creuses, tu le travailles. Est-ce que c'est ça? Alors, évidemment, je vais quand même essayer de garder euh, l'idée de base. Et à ce moment-là, bah, ce que je peux, entre guillemets, conserver un minimum, c'est la silhouette justement du détail en question.
Et après, oui, alors je passe une certaine quantité de temps sur chaque détail jusqu'à que, surtout de loin, voilà, que ça rende bien, parce que de près, en soi, c'est juste un amas d'escaliers. Et voilà, j'ai aussi cette manie de combler les murs plats que j'aime pas, que même si dans la réalité, ben, ils sont plats, je vais m'efforcer d'y rajouter des volumes, etc. Mais de loin, on aura toujours cette impression que voilà, c'est moins détaillé que le reste que je Oui, côtoie. c'est ça. Donc les petites différences au niveau des murs, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, des petites libertés que l'on peut prendre. C'est ça. Donc on peut passer maintenant au jardin. C'est Ouais, un, sur, c'est un sur sujet un petit peu Minecraft. qui m'intéresse pas mal. Je peux dire que c'est l'une de mes spécialisations un petit peu. Souvent, j'aime beaucoup faire des jardins dans la plupart de mes projets. Et donc, concernant Paul Vicomte, justement, j'ai aussi choisi ce château justement parce qu'il avait des jardins. Donc, je ne sais pas si vous êtes au château, hein, ça peut être intéressant d'aller J'ai voir pas vu les jardins dans le jeu. tout à l'heure. Donc là, Je vais. c'est bon. Vous pouvez voir en jeu au niveau du château, c'est un petit peu une ébauche là. Il est pas encore terminé. C'est un projet en cours, mais on peut déjà avoir une bonne idée. Il y a, il y a eu quelques problèmes au niveau de des escaliers hein, qui se sont malencontreusement retournés. Donc les murs parfois ont l'air un peu bizarres. Mais enfin, de loin l'idée est là. Maintenant, les jardins du château de Vaux-le-Vicomte, voilà, vont permettre de nous intéresser au jardin de manière générale. Et une autre manière d'utiliser l'échelle, tout à l'heure je vous ai dit qu'on peut prendre des mesures sur des plans, sur Google Earth et les reporter à l'échelle dans le jeu. Il y a aussi un moyen qui est apparu très récemment, c'est le slash image que nous procure Fast Async World Edit. C'est ce que j'ai utilisé pour faire les jardins. Le principe consiste à importer une image dans le jeu avec un pixel pour chaque bloc, tout simplement. Donc au préalable, il faut mettre l'image à l'échelle en l'ajustant et ensuite l'importer dans le jeu. Donc une fois qu'on a ça dans le jeu, ça se travaille parce que là, donc justement, je vous ai mis une image de ce que ça donne dans le jeu. On se rend très bien compte que la qualité n'est pas forcément optimale parce que souvent on a besoin d'une image bien précise. Donc quand je dis que la qualité optimale n'est pas optimale, justement, c'est même que c'est carrément laid, pas beau, dégueulasse. Donc il y a encore beaucoup de travail devant nous. Donc la première chose à faire, c'est de remplacer un petit peu toute la grande variété de blocs sur l'image en, en le moins de couleurs possible. En l'occurrence, il n'avait besoin de seulement deux. Et ensuite affiner les motifs qui sont complètement abîmés. On peut Une voir autre l'image de façon droite qui est de remédier au complètement. problème des nombreux blocs là, c'est de faire varier les contrastes dans d'autres logiciels avant de l'importer dans le jeu. En l'occurrence, c'est pas ce que j'ai fait, donc vous voyez que sur l'image, c'est pas beau du tout. En plus, il y a des villages PNJ Ouais, qui c'est ça. s'incrustent dans l'image euh, parce que le monde se génère en même temps. Que voilà, il va falloir arranger tout ça. Donc après le remplacement des couleurs, on peut voir sur l'image juste à gauche, à droite de l'image à gauche, on voit une vague silhouette des motifs des jardins. Ça, c'est pas très beau non plus. Donc on va essayer de le retravailler. Donc justement, à gauche de cette image, on peut voir que j'ai commencé à retravailler ce motif. Je suis allé de la gauche vers la droite en repassant bloc par bloc sur tous les motifs, qu'ils soient bien propres, jolies courbes. Euh, ça demande de s'aider souvent d'images de la réalité ou alors même éventuellement se rendre en place si possible. Parce que parfois, les motifs que nous procure le Sasage Image, on n'arrive tout simplement pas à les déchiffrer, on ne reconnaît pas. Et donc d'où l'intérêt d'utiliser des images de bonne qualité pour repasser sur tous ces motifs et avoir vraiment une bonne précision, un bon résultat. Donc là, je suis allé de la gauche vers la droite au fur et à mesure. J'ai pris une photo voilà, en plein milieu pour montrer un petit peu la différence. Mais là, dans l'état actuel du château, tous les jardins ne sont pas faits, mais tout ce qui est présenté est fait. Donc il y a une bonne partie des jardins, de ce parterre de fleurs qui est reproduit. Donc moi, j'ai Versamental. vraiment voulu Ouais. recréer ces jardins parce que je les ai trouvés absolument sublimes. Hein. C'est vraiment le génie de Lenôtre, l'architecte jardinier de Louis XIV et auparavant de Nicolas Fouquet.
Bon, moi, c'est tout simplement du génie, donc j'ai décidé de les reproduire et je m'en inspirerai par la suite de ces motifs pour d'autres jardins, que j'aime bien faire des jardins dans mes projets, comme j'ai déjà dit. Et franchement, en refaisant toutes ces formes, ça peut paraître un travail fastidieux, mais c'est vraiment très formateur. Ça apprend de nouveaux motifs, ça apprend un nouveau style. Finalement, là, c'était le style de l'eau nôtre en l'occurrence, qui est vraiment très, très intéressant. Ça permet d'enrichir son propre style pour les créations qu'on fera par la suite. Je finis avec cette partie justement en parlant. Donc, vous avez pu constater donc on privilégiait quand même le style classique, là, comme Ouais. vous pouvez voir sur la prochaine slide. Ouais. Parce que, alors pour plusieurs raisons, contrairement au style plus contemporain, qu'on condamne pas forcément, parce que ce qui change finalement, c'est que dans les structures contemporaines, on a plus affaire à, on insiste davantage sur les volumes généraux, tandis que sur les reproductions classiques, alors on va donner plus d'importance aux détails, à ce qui constitue les murs et les façades, etc. Il y a tout un art ensuite, il y a tout un sens derrière cela, et par conséquent une histoire aussi très intéressante, parce que pour la plupart, ce sont des monuments historiques. Et quand on reproduit un monument, il faut aussi voilà, s'intéresser quand même un minimum à son histoire, faut apprécier ce qu'on fait, sinon on risque de se lasser. Bon, c'est ce qui explique notamment le Louvre, Vaux-le-Vicomte, Waddesdon, etc. Voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu plus rapidement, enfin, Il reste un peu plus de la 10 façon minutes quand dont même. je m'inspire de bâtiments réels à travers les reproductions. Ça, c'est vrai que Bulix, voilà, il a plutôt tendance à reproduire, à recréer des bâtiments dans le but, voilà, de développer vraiment un style dans le domaine de la reproduction, parce que c'est quelque chose de très intéressant. Mhm. Moi, c'est vrai qu'il y a une autre dimension aussi à ça, comme j'ai dit avant, c'est que j'aime bien m'en inspirer pour mes projets. Donc là, vous pouvez voir une image de Remestro, c'est un joli rendu qu'il y a. C'est un projet assez ancien maintenant que j'ai sorti il y a 2 ans. Déjà à l'époque, je faisais pas mal de jardins. J'avais déjà cet intérêt. On peut Je- voir qu'il y a des similitudes au niveau de certaines arabesques entre les jardins de Remestro et ceux de Vauclicante à certains endroits, parce que je m'étais déjà inspiré, disons, brièvement. Là, en allant vraiment loin dans le détail dans les jardins de Vauclicante, en les refaisant vraiment, ça a permis de vraiment se faire la main. Ça, c'était un petit peu pour continuer sur le jardin. Ensuite, on peut continuer avec l'inspiration, les influences au niveau des structures. Donc, de manière générale, sans considérer trop le détail, les structures. Donc, on peut voir, hein, j'ai mis les 2 images pour comparer encore une fois. Mon projet est Olympios. Et à côté, j'ai mis une image de la place de l'Espagne à Séville. Il y a un élément en commun sur ces 2 images, c'est la tour très élancée. Alors, sur mon projet, en l'occurrence, plusieurs exemplaires. Pour faire ma tour, je me suis très clairement inspiré de celle de Séville. Mais vraiment dans la forme générale, dans la structure, c'est-à-dire vraiment la silhouette, je m'en suis inspiré. J'ai fait des étages qui se ressemblent et la silhouette est assez proche des toits, des fenêtres. Euh, je pense que ça ressemble pas mal. Le but n'est pas que ça ressemble, mais voilà, tout simplement je suis tombé là-dessus, j'ai trouvé ça très joli. Je me suis dit ça irait parfaitement, je m'en suis inspiré. Voilà, donc l'intérêt des reproductions, ça permet de s'inspirer un petit peu plus aisément. euh, Ensuite, un autre exemple, une autre de mes spécialisations, c'est pour le coup c'est très précis, hein, c'est les verrières. C'est un truc sur lequel je travaille pas mal, hein. On peut voir là en bas à gauche la verrière du Louvre que j'ai fait justement parce que je m'intéressais aux verrières, donc ça a permis d'affiner un petit peu le travail au niveau des verrières. Sinon, pour la verrière de mon projet, je me suis surtout inspiré de celle du Grand Palais à Paris et d'une manière générale de toutes les verrières qu'on voit un peu partout. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis un exemple de la verrière à la gare de Paris-Lyon dans le troisième hall. Il y en a sûrement qui sont déjà passés, ils ont vu. Donc après, bien sûr, j'ai extrapolé dans mon projet, donc tout simplement inspiré. Finalement, l'inspiration, c'est une somme un petit peu de tout vécu, de tout ce qu'on a pu voir dans le courant de la vie, hein, finalement, et sans forcément retranscrire de manière précise. Mais voilà, c'est vraiment l'idée générale qui compte. Donc les reproductions, pour moi, c'est un intérêt en plus. Ça permet de rajouter des éléments à son style, de l'enrichir en fait.
on a uniquement été exposé à ça dans la vraie vie, donc finalement, même si on veut faire quelque chose d'absolument nouveau qui sort de nulle part, on est quand même inconsciemment influencé par la seule source d'architecture qu'on connaît, et c'est celle de l'homme, entre guillemets. On est influencé dans tous les cas, et faut l'assumer, et puis parfois on peut carrément rajouter des éléments de différents courants d'architecture, des chiens assis, des frontons, etc., même si on ne fait pas une reproduction. Pour conclure, bah déjà on espère qu'on vous a convaincu entre guillemets des bienfaits de la reproduction. Et je pense qu'un des points les plus importants, c'est qu'il faut se détacher de cette idée que la recréation de structures de la vraie vie est une activité qui n'implique absolument pas de créativité. Donc ça, c'est faux. Et cette idée de finalement de posséder des libertés, voilà, elle, se, elle est davantage visible lorsqu'on utilise des échelles un peu plus réduites. Et justement, c'est lié à cette improvisation. Mais c'est avant tout, pour ma part aussi, une façon de rendre hommage à certains bâtiments. Le manoir Vadesdon n'est pas forcément un bâtiment extrêmement connu, et tous les autres bâtiments que je fais, j'ai aussi cette idée en tête de montrer du respect à ce bâtiment qu'on n'a pas forcément oublié, mais qu'on n'a presque jamais vu. Et ça, j'ose pas l'avouer, mais c'est aussi pour éviter la concurrence. Voilà. Euh, bref. Les reproductions, ce qui est sympa aussi, c'est que c'est très accessible pour les personnes qui ne jouent pas forcément à Minecraft. Parce que si vous leur montrez une reproduction qui a été faite en Minecraft, ça va beaucoup plus facilement leur parler. Tandis que si vous leur montrez un organique ou je ne sais quoi, ça risque d'être plus difficile à consommer, à prendre au sérieux, entre guillemets. Et d'ailleurs, j'ai essayé de pousser ça et je suis parvenu à en faire un dossier assez important dans le cadre scolaire. Et donc, j'ai pu voilà, relier cette passion que j'entretiens avec mes études. Et justement, voilà, je vais faire une grande reproduction de la cathédrale de Reims que je vais ensuite imprimer en 3D si tout se passe bien. Mais voilà, c'est pour dire que finalement, on peut porter ça un peu plus loin que Donc dans le ça, on cadre attend. du jeu. C'était C'est de d'abord, la hype. c'était C'est d'ailleurs ça. le but de la reproduction du Louvre, hein. C'était en fait Il y a aussi de pour ça. un événement qu'on a fait avec une école supérieure d'art appliqué, d'architecture, d'animation de jeux vidéo, et justement, ils nous avaient un peu fait ce challenge de reproduire un bâtiment emblématique de Paris pour que justement les étudiants puissent avoir ce lien et cette relation entre le réel et Minecraft, quoi. Voilà. Donc finalement, même ça, c'est un truc en plus, même si c'est pas forcément une raison qui va pousser à en faire. C'est bien quand même de noter que, voilà, même si on fait d'autres choses, voilà, ça peut rajouter une petite pincée de crédibilité. Oui, voilà. C'est dommage de dire que ça peut être que voilà, ce qui est directement créé dans Minecraft n'est pas Mm. forcément autant reconnu, mais c'est simplement une question de connotation et d'habitude visuelle. On va Bon, passer aux passons aux Ah, questions. questions. mais j'ai fini, il n'y a pas de Je vais, problème. Questions. je vais poser Je les voulais questions. justement annoncer la conférence suivante, qui est Ok, celle ok. de De Golight, Golite, un ouais, autre ouais. membre de la New Haven, qui va vous Bah, présenter on va une l'annoncer conférence sur après, ouais. Mm. la recréation des bateaux. Alors, une question. Qu'est-ce qui vous a inspiré le plus au niveau du build pour atteindre un niveau pareil? Bah, Enfin, très l'architecture, je sais pas général, pourquoi, oui. ça m'a toujours intéressé, l'histoire de l'art, etc. Et puis, dès le début, en fait, c'est comme en vrai, si on veut faire de la peinture, il faut commencer en soi par des reproductions. C'est très utile à ce niveau-là. Et finalement, Du je me modèle suis jamais vivant, en fait, détaché de cette aussi. Oui. pratique et j'ai continué à ce niveau-là. Puis j'ai un peu poussé le truc et voilà, j'en ai trouvé une certaine philosophie, etc. Bon, alors, une autre question. Comment vous percevez les builds excellents des autres builders pro, vous qui en faites partie? Êtes-vous aussi émerveillé que nous, comment des mortels? Alors, je tiens à préciser que Du chaos. qu'on n'est pas builder pro non plus, on n'est pas une entreprise, on travaille pas, c'est pas notre métier, on est vraiment Ouais, commercial, ouais. passionné c'est vraiment Minecraft est une passion pour nous. Donc, enfin, il n'y a pas vraiment de professionnel là-dedans. C'est sûr qu'on repère les erreurs un peu plus techniques sur des builds d'autres gens, ou même il y en a qui sont excellents et on a absolument rien à dire sur la build. Et enfin, on aime voir de plus en plus de très bons builds. Disons que c'est bien plus dur quand même d'être impressionné, mais Oui, personnellement, je suis assez rarement impressionné, mais j'aime beaucoup être impressionné. Il y a des builds comme ça qui m'ont impressionné, tout simplement parce que ce sont des builders qui ont un style complètement différent du mien et
font des choses excellentes que je ne serais pas capable de faire et inversement, hein, ils feraient sûrement pas ce que je fais. C'est simplement des choses différentes. Donc ça m'impressionne, certaines choses qui m'impressionnent autant finalement. Je pense que c'est un petit peu dommage hein, d'avoir du mal à s'émerveiller, mais vraiment en général quand ça m'impressionne vraiment, je suis à fond. Il y a certains bulles comme ça que j'ai vraiment adoré parce que du coup quand on s'y connaît aussi ça permet de mieux apprécier ce qui est bien fait et ça c'est très important. Ouais. Donc quand il y a un build qui est vraiment bien fait, on se rend vraiment compte que c'est bien fait et que c'est magnifique. Il y a une dernière Moi c'était question. Hashi Minecraft, Alors, c'est un japonais, à quelle ampleur non un chinois. utilisez-vous World Edit Ça, je laisse Boris. Hein. World Bon, Edit? oui, c'est des outils qu'on utilise Ah bah assez c'est un fréquemment. outil ouais on utilise couramment oui. Oui, oui. Couramment Il n'y a pas d'ampleur, c'est juste quand on en a besoin, bah. Enfin, je sais pas, c'est. ouais. Ça dépend de ce qu'on fait aussi Oui, hein, ça dépend également. de ce qu'on fait. Ça dépend de l'échelle aussi. Ouais voilà, Mais tellement de trucs, pense en tout quand cas, même des choses assez variées finalement. les outils comme World Edit, en fait, on peut vraiment les comparer à un logiciel de dessin. Enfin, grâce à ces outils, on peut comparer Minecraft à un logiciel de dessin. De Ce 3D qui même. fait que, oui, ou de 3D, ce qui fait que bah, c'est des outils dont on a besoin et que sans ça, bah, on ferait pas grand chose, quoi. Voilà. Bon, pour ma part, pas trop. Hein. Je connais Oui, pas après énormément comment. ça dépend de ce que tu fais aussi dans C'est vrai que c'est Minecraft. plus les Voilà. organic makers et tout Ouais, ça ouais. qui utilisent des commandes très sophistiquées pour le build, Même on y a aussi Voxel recours mais Sniper aussi. dans une moindre mesure. Voilà ça. Voilà. Et j'ai aussi entendu dire que Dépêche-toi. il y avait des employés de Ubisoft qui avaient utilisé Minecraft à un certain moment pour justement faire des petites maquettes et des petits tests. Donc c'est une petite anecdote assez sympa. Voilà, Que justement ça des fait gros plaisir. studios comme ça utilisent Minecraft de temps en temps. Assez anecdotique. Voilà, voilà. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais, Puis si vous vous demandez pourquoi il y a un lustre au milieu, bah, c'est juste pour vous dire que finalement, la reproduction, ça s'arrête pas au bâtiment. Voilà, on peut voilà, faire des voilà. lustres, on peut faire des. Voilà.